RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour, bonjour amis auditeurs et chroniqueurs. Quel plaisir de vous retrouver une fois de plus pour cette sympathique émission du Son des bulles, émission 100% dédiée à la bande dessinée sur RCN 90.7. Et aujourd'hui, la thématique est issue d'une fierté et d'un salon local, parce que Nancy accueille le 3e salon international du livre d'ailleurs, dont le slogan est « Faire vivre la bibliodiversité ». Et oui, il s'agit bien de bibliodiversité, un néologisme comme j'aime bien. Ce salon va se dérouler à Nancy du 12 au 14 avril, donc la semaine prochaine, au Palais du Gouvernement, entrée libre. Le livre d'ailleurs est une création nancéenne et universitaire, imaginée par des étudiants d'origine africaine ou orientale, qui ont fait le pari à partir du postulat que la culture est le ferment essentiel à la connaissance ou au respect de l'autre. Donc, ils ont pour objectif de rapprocher les cultures méditerranéennes avec d'autres civilisations, donc de réunir des auteurs de pays différents et de présenter leur culture au public. Et pour anecdote, l'association s'appelle Diwan. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un mot d'origine persane qui veut dire recueil de poésie, ça dépend un peu des traductions, et qui nous a donné à nous le mot divan. C'est bien un divan quand même, voilà. Donc c'est pour vous dire le plaisir qu'on va pouvoir trouver dans ce salon. Cet événement a 3 ans. Il alterne culture africaine, culture orientale. Cette année, c'est l'Afrique qui sera à l'honneur. Donc on a tous planché sur la BD africaine. Plancher. Environ, oui, c'est ça. Tous. Pas moi. Il y a une mauvaise élève, Sauf une, vous verrez bien qui, soit par des BD. Ouais. Donc oui, tu as planché soit par des BD mises en exergue par le salon, ou soit piochées dans nos collections. Et pour cela, il y a donc réuni autour de cette table... Francine, toujours ailleurs, et surtout quand il y a des BD dans le coin. Ah oui, mais pas en Afrique cette fois-ci. Pas en Afrique, c'est moi la mauvaise élève. Bonjour à tous. Olivier, fouineur de librairie à la recherche de curiosités en tout genre. Oui, je fouine un peu, j'aime bien fouiner. Oui. Et Charles, bibliophile. Bonjour Charles, bibliophile, bibliovore et bibliocréateur patenté. D'accord. Pas mal ça, non? On peut le dire, c'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Anne-Marie, toujours ailleurs aussi, mais surtout entre le Lot et la Meurthe-et-Moselle. Oui, puis des fois ailleurs aussi, j'ai du mal à arriver, quoi. Ouais, ça. Et David, lui, c'est un ailleurs fort lointain qu'il nous narre, genre 4e dimension. C'est ça. Jean-Luc, pour qui nous suit toujours, notre ingénieur du son, qui nous suit dans nos voyages et nos errances, toujours avec Maestria, merci à lui. Et oui, Jean-Luc, il ne sera pas ailleurs aujourd'hui. Et Françoise, bien sûr, qui nous moutonne des chroniques aux petits oignons qui nous font partir dans un ailleurs toujours meilleur. Oh, c'est bien ça. C'est bien ça. Et donc, ceci dit, pour commencer aujourd'hui, nous avons un invité. Alors oui, parce que comics, manga, franco-belge, on a souvent tendance à réduire la géographie de l'univers BD à la ligne Amérique, Europe, Japon. Alors certes, ces appellations d'origine géographique sont plus utilisées pour définir des styles de bande dessinée basés sur le trait, comme la ligne claire par exemple, le rythme, la construction et la couleur, mais on oublie parfois que partout dans le monde, la bande dessinée est un art qui a une histoire, une existence et un avenir. C'est le cas de la BD africaine qui est à l'honneur au prochain Salon du Livre d'ailleurs, dont on vient de parler. Et nous allons donc découvrir les richesses du 9e art sur la musique de Richard Bonnat, qui va nous faire découvrir... Il y avait quoi avant? 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 Alors pour vous en parler, nous avons invité le spécialiste en la matière, Christophe Cassio-Horry. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour vous présenter rapidement, je vais essayer d'être rapide tellement vous faites de choses. Vous êtes le conservateur de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, directeur de la collection bande dessinée des éditions L'Harmattan, scénariste de bande dessinée et d'albums pour la jeunesse, auteur de plusieurs ouvrages et articles sur la bande dessinée africaine, organisateur d'expos, animateur de rencontres, de forums, de tables rondes sur la bande dessinée africaine. On peut dire globalement que si on s'intéresse un peu à ce domaine, vous apparaissez à peu près dans 9 fois sur 10 dans les recherches. À peu près. Alors, ma première question, Christophe, c'est qu'est-ce qui vous passionne autant dans la bande dessinée africaine pour que vous y passiez une bonne partie de votre temps?
Oh, bah, écoutez, c'est assez simple. J'ai été élevé en Afrique. Hein. Je viens du Cameroun. Hein. Je suis français, mais je suis européen, mais je viens de là-bas. J'y ai passé toutes mes années de jeunesse et d'enfance jusqu'au lycée, et j'étais là-bas au contact de BD, car j'aime beaucoup la bande dessinée, par ailleurs, pas uniquement africaine. Hein. Et donc là, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais envie d'écrire sur l'Afrique, d'écrire sur les arts en Afrique. Et il se trouvait que un des deux domaines que je maîtrisais le mieux, c'était de la BD. Et il y a une quinzaine d'années, 20 ans à peu près, peu de gens écrivaient sur la BD, voire même pas du tout. Et comme j'avais pour principe de collectionner tout ce que j'achetais, dont des BD, j'ai commencé à le faire, quoi. Voilà, puis de fil en aiguille, j'ai écrit des articles, puis après j'ai écrit des essais, j'ai même écrit un dictionnaire, j'ai fait des conférences, organisé des tables rondes, et puis j'ai été commissaire d'expo. Enfin, en gros, c'est un jeu qui a commencé petitement, puis peu à peu qui a grossi, et je suis devenu, sans vraiment le vouloir, le spécialiste, alors qu'en réalité, je suis simplement quelqu'un qui s'intéresse à ce domaine un petit peu par hasard, au départ. D'accord, oui. Et vos premières lectures de bande dessinée, c'était quoi, par exemple? Mes premières lectures de BD, c'était Joanne et Pierre-Louis. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, c'est une série de Peyo qui a été arrêtée par le succès des Schtroumpfs. Je n'aimais pas particulièrement les Schtroumpfs, mais j'adorais Joanne et Pierre-Louis. La flûte à 6 trous, par exemple, c'est l'un de mes titres qui était à l'époque, quand j'étais jeune, l'un de mes titres favoris. D'accord. Je crois que les 2-3 premières BD que j'ai lues, par contre, donc avant de m'intéresser aux séries, les 2-3 premières BD que j'ai lues, c'est un Blueberry, je crois. Oui. Ouais, et un titre. Et je sais plus trop quoi. Je sais plus ce que c'est l'autre. D'accord. Ah oui, et puis un Astérix, le chaudron. Ah oui, d'accord. C'est le chaudron. Le chaudron. Qui sent la soupe à l'oignon. Qui sent la soupe à l'oignon. Tout à fait, qui sent la soupe à l'oignon. Ouais. Alors, comme vous disiez, vous organisez des conférences, et le 10 avril prochain, vous animez à la médiathèque de Saint-Max, à côté de Nancy, une conférence intitulée « Bande dessinée en Afrique, 110 ans d'histoire ». Alors, 110 ans d'histoire, c'est ça, hein, c'est beaucoup, et en même temps, c'est très peu. Et si on devait un peu définir un âge à cette bande dessinée africaine, vous diriez que c'est encore un enfant, c'est un adolescent, un adulte? Je crois que les auteurs de BD africains, dans leur art, je dis bien dans leur art, pas dans leur vie, le mouvement de la BD en Afrique est en train d'atteindre une certaine maturité. Donc je dirais que c'est la post-adolescence. Car durant très longtemps, ça a d'abord été avant tout un art d'imitation. D'accord. Imitation de la BD franco-belge, imitation du manga depuis environ 20 ans. Et là, depuis quelques années, on sent que peu à peu, elle est en train de se libérer, de s'autonomiser. Je ne sais pas si le terme existe, hein, d'acquérir une certaine indépendance. De par ces marchés, les gens produisent de plus en plus de BD pour qu'elles soient diffusées localement par rapport à un public africain, oui. de par ces marchés, mais aussi progressivement dans la narration. De plus en plus de BD sont publiés en langue locale, lingala, malgache et autres. Et puis, dans la façon de raconter des histoires, qui me semble être progressivement, qui s'éloigne peu à peu des canons européens, occidentaux, voire même américains, avec les comics. Donc voilà. Donc oui, c'est un peu un jeune art qui prend progressivement son indépendance. Voilà, donc lui fixer un âge, c'est compliqué. Oui. En tout cas, ça évolue bien, parce que il y a de plus en plus d'auteurs. Il y a aussi, je crois, il y a des écoles de beaux-arts. Je ne sais pas s'il existe des enseignements dédiés à la BD. Non. Très peu. Il y en a eu une au Maroc, il y en a une en Afrique du Sud,
Et tout le reste, c'est soit des écoles privées, il y en a quelques-unes, j'en connais au moins une au Bénin, soit c'est des artistes, des auteurs qui sont issus d'écoles de publicité ou bien de communication. Mais il n'y a pas d'école de BD proprement dite dans les écoles d'art en Afrique noire. C'est rare. En tout cas, en Afrique francophone. D'accord. C'est vraiment rare. Ouais. Tout à fait. Et puis c'est pareil par rapport à cette maturité qu'on disait, c'est aussi en lien peut-être avec les éditions, les maisons d'édition qui peut-être se déploient aussi ou... Non. On est surtout dans un cadre d'auto-édition. En fait, ce sont des auteurs qui, soit sur un plan individuel, soit sur un plan collectif, via le biais d'associations, se mettent ensemble et auto-éditent et autodiffusent eux-mêmes leurs petits fanzines, leurs brochures sur des marchés, dans des salons, des festivals et autres, quoi. Ou bien par le biais du bouche à oreille, quoi. D'accord. Et on voit aussi fleurir, alors un peu partout dans le monde, mais peut-être plus précisément en Afrique, les fameux webtoons dont on parle de plus en plus. Alors oui, Dupuis a lancé un webtoon qui s'appelle Moabi, depuis environ 3 ans, à peu près 2021, je dirais, dont je n'ai pas encore l'impact. Je ne sais pas s'ils vont continuer ou pas. Donc là, il y a eu jusqu'à une dizaine de séries qui sont sorties. Et il y a d'autres webtoons qui sont plus confidentiels, mais qui sont plus locales, comme celle de Zebra Comics au Cameroun, où il y a des webtoons qui sont faits localement. Donc ça commence à émerger, oui, tout à fait. Voilà. Après, c'est vrai que c'est le webtoons. Alors, c'est une façon de lire différemment la bande dessinée. C'est un support qui est exclusivement numérique pour les auditeurs et auditrices, ou qui se lit principalement sur les téléphones ou sur les tablettes. Et c'est une lecture qui se scrolle de haut en bas, quoi. En fait, c'est une nouvelle façon de lire la BD. Mais ça reste quand même de la BD. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est une évolution de la bande dessinée. Tout à fait. Le continent africain, il est grand, il est même très très grand. J'ai dû voir quelque part aussi que la bande dessinée africaine serait née au Congo, mais il y a d'autres pays qui sont très actifs, comme le Cameroun, le Bénin, Madagascar, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, etc. Est-ce que, avec toute cette diversité, est-ce que vous pensez qu'on peut ressortir, pour définir un style de la bande dessinée africaine, ou alors pas du tout? Non, pour l'instant, non. Peut-être dans la manière de raconter des histoires, peut-être, oui, effectivement. Mais en tout cas, un style graphique, il y a des auteurs de BD qui ont leur style, évidemment. Ce sont des artistes, donc tous les artistes qui se trouvent ont un style qui leur est propre. Mais voilà, c'est pas plus un style africain qu'autre chose. Ils ont des influences qui peuvent être plus africaines que d'autres, donc dans les tissus, les pagnes, les masques et autres. Oui, évidemment, ça c'est vrai. Mais je pense que c'est plus dans la manière de raconter des histoires qui sont plus, je dirais, elliptiques que chez nous, où il y a plus d'histoires de séries avec des surprises et où le côté narratif long n'est pas forcément mis en valeur. Mais bon, pour l'instant, c'est encore une BD qui se cherche, avec de vrais talents, même des gens extrêmement doués. Avec des noms Vous avez des noms, par exemple? J'ai toujours des noms. Oui. J'ai des noms, je veux dire, quelqu'un au Bénin. Alors, il y a de grands noms qui existent déjà depuis 20 ans. Hein. Hector Sonon au Bénin, Barli Barouti en RDC, Didier Kassai en Centrafrique, enfin, plein d'autres, quoi. À Madagascar aussi, il y a beaucoup de gens talentueux. Mais des gens qui apparaissent peu à peu progressivement de la nouvelle génération, vous avez des gens comme Constantin Adalja, qui est béninois, Gunther Moss, qui est camerounais, vous avez Katmouss James, qui est malgache, c'est une femme. Voilà, vous avez comme ça différents noms. Vous avez aussi un autre béninois qui est mangaka, comme Jim Moko.
C'est des gens qui sont en train d'émerger peu à peu. En Côte d'Ivoire aussi, hein, vous avez des plus talents. Mais il y a des gens qui ont éclos dans les années 80 pour Barli Barouti et 90 pour Tembo Cash, Didier Kassai, Hector Sonon et autres, qui eux leur ont servi de parrain en quelque sorte. D'accord. Et il y a toute une jeune génération qui arrive. Et oui. Il y a aussi des festivals là qui sont présents un petit peu sur le continent. Oui, vous avez Billy Lee à Brazzaville au Congo, vous avez Gatchbull à Madagascar, vous avez le Boa BD au Cameroun, vous avez Tazarka en Tunisie, voilà, différents festivals, Cocobule en Côte d'Ivoire, différents festivals qui sont en train d'apparaître, qui sont là depuis 10-15 ans et qui sont en train de montrer leur capacité de résilience. Tout à fait. Donc on voit que ça grouille, ça évolue, ça monte, il y a des choses, ça bouge, ça reste pas figé. Oui. En 2014, j'avais écrit un dictionnaire qui avait recensé environ 800 auteurs à peu près. Et là, on en est, à mon avis, peut-être pas le double, mais 50% plus. Et ce n'est qu'un début. Ben, j'espère pour eux. Oui. J'espère pour eux. En tout cas, c'est vrai qu'en préparant tout ça, ce dossier-là, c'est une bande dessinée qui mérite un coup d'œil. Et la question, du coup, c'est que en France, dans les librairies, actuellement, on trouve beaucoup d'histoires qui parlent d'Afrique, qui sont réalisées par des auteurs européens, on va dire, mais très peu d'albums produits en Afrique. Comment c'est la raison pour laquelle j'avais créé cette collection il y a maintenant 15 ans, l'Harmattan BD, qui voulait justement faire émerger une voix issue du continent africain, donc des auteurs de BD africains, et qui a durant 15 ans proposé en moyenne 3 à 4 titres par an, pour essayer au moins d'inverser un petit peu la tendance. Voilà. D'accord. Et donc, c'est vrai que dans la collection BD l'Harmattan, nous, on conseille aux auditrices et aux auditeurs d'aller faire un petit tour parce que là, il y a une vraie richesse de production de bande dessinée africaine qui mérite le coup d'œil. Merci. Eh ben, merci Christophe. Une petite dernière question. Vous lisez quoi en bande dessinée actuellement ? Actuellement, au moment où je vous parle, là, ou un petit peu avant, hier. une adaptation du roman de John Steinbeck qui s'appelle La Perle, une adaptation en BD par Jean-Luc Cornette, D'accord. qui est un auteur belge. En ce moment, disons hier soir, Oui, voilà. C'est pas encore terminé. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Christophe, pour cet éclairage sur la bande dessinée africaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que vous serez le 10 avril à la médiathèque de Saint-Max, alors c'est à côté de Nancy, pour donner une conférence intitulée BD en Afrique 110 ans d'histoire dans le cadre du salon Livre d'ailleurs. Et on peut retrouver donc vos ouvrages ainsi que des albums BD africaines dans la collection L'Harmattan BD. On mettra tout ça sur notre page Facebook. Merci beaucoup, à bientôt et au plaisir de vous voir sans doute à Saint-Max. Merci, au revoir. Merci, alors. Au revoir. Le son des bulles sur RCN. Ah, quel monde insoupçonné. Enfin voilà, pour moi, je ne connaissais pas tout ça, donc c'est vraiment un ailleurs, un vrai ailleurs. Et là, on va avoir maintenant en interlocutrice celle qui va aller ailleurs tout à l'heure, donc qui va nous quitter plus tôt, et qui est complètement ailleurs sur la thématique, donc je ne donne pas son prénom, mais vous reconnaîtrez sa voix. Donc oui, moi je reste ailleurs, ici, en France, à Nancy, et dans l'actualité. Donc voilà. Alors, à ne pas rater, Brescht Evans en dédicace à la parenthèse ce vendredi 19 de 17h à 19h pour son dernier album L'époustouflant Roi Méduse, premier volume d'un diptyque paru le 17 janvier chez Actes Sud, 288 pages, 32 €, et vu l'album, c'est pas cher payé. Alors avant de parler de l'album proprement dit, un petit mot sur l'auteur, Brescht Evans.
pour commencer. Alors, né en 1986 à Hasselt, ville belge située en région flamande, c'est un auteur de bande dessinée néerlandophone qui vit et travaille à Paris depuis 2013. Alors, tous ses albums sont parus chez Actes Sud. Tout juste âgé de 23 ans, il s'est fait connaître à travers l'album Les Noceurs, paru en 2010, qui a obtenu le prix de l'audace 2011 au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. On suivit toujours chez Actes Sud Les Amateurs en 2011, Panthère en 2014. Puis il va être une nouvelle fois primé à Angoulême pour l'album Les Rigoles, paru en 2018, un récit choral sur les vies croisées de 3 personnages la nuit à Paris, qui recevra le Fauve, prix spécial du jury en 2019. Suivra Udelphania en 2021 et enfin Le Roi Méduse. Alors, le Roi Méduse, c'est quoi? Alors, le Roi Méduse, l'histoire nous s'est contée à travers le regard naïf et chargé d'admiration d'un gamin pour son père, son héros, son modèle. Oui, mais, car il y a un mais, et il est de taille. C'est l'histoire d'une relation fusionnelle toxique entre un père et son fils qui va nous faire naviguer entre le récit intimiste et le récit d'aventure initiatique. Avant, j'étais faible. Ainsi débute ce récit sur l'image d'une échographie d'enfant, celle d'Arthur, le narrateur, un garçonnet d'une dizaine d'années qui voit le monde à travers les yeux de son père, complotiste, qui lui apprend à se méfier de tout et de tous. Suite au décès de sa femme, il s'était enfoncé peu à peu dans une profonde dépression dont il ne sortira que grâce au dessein de son fils. Et peu à peu, père et fils vont s'enfoncer dans la spirale du conspirationnisme. Vivant sur une île, les 2 personnages se croient en permanence observés par les dirigeants et cherchent à participer à la résistance organisée par les Alliés. Enfermé dans son délire survivaliste, le père va faire subir au fils un entraînement physique et mental intensif pour le rendre fort, meilleur. Et le jour où le père quitte la maison pour une dangereuse mission et disparaît mystérieusement, Arthur va devoir se débrouiller seul et affronter l'extérieur pour le retrouver. Tension, suspense et danger rythment le récit. Alors Bret Stephens, c'est avant tout une écriture graphique explosive qui n'appartient qu'à lui. Influencé par le fauvisme, le cubisme, caractérisé par une maîtrise exceptionnelle de la couleur et la transparence, par superposition de couches de couleurs pures, l'éclatement des perspectives et le souci du détail. Il déstructure la page, explose le cadre, supprime cases et bulles et nous entraîne dans un monde graphique inventif sans cesse renouvelé. Alors si par hasard vous passez par Paris, ne ratez pas l'expo consacrée à l'album par la Galerie Martel située à 2 pas de la gare de l'Est jusqu'au 13 avril. Mais à défaut, vous pourrez toujours aller voir et rencontrer l'auteur à la parenthèse le 19 entre 17 et 19 heures. En tout cas, moi j'y serai. Ah, ça, on n'en doute pas. Pour une fois, on saura où tu es. Ça fera 2 sacrés personnages à la parenthèse, parce que c'est un sacré personnage aussi. Hein. Et puis, pour rester justement sur l'actualité ancienne, ne pas oublier que ce week-end, un grand événement, que se passe-t-il ? La médiathèque rouvre après des mois de travaux. Enfin. Week-end festif à la médiathèque. Alors, à noter dans vos agendas, le samedi 6 avril à 14h15, Sampé et Goscinny vont être à l'honneur à travers une lecture musicale tout public du petit Nicolas. Comment ? On a cru qu'ils étaient là, presque. Ah, d'accord. Comment tu l'as annoncé ? Ils auraient du mal, l'un comme l'autre, d'être là. Bon, enfin. À 15h, Battle BD entre Clémence Perrault et Libon, suivi d'une séance de dédicace avec la parenthèse, évidemment. Le dimanche 7, à 14h15, nouvelle battle, Clown BD. Battle. Clown BD. Alors, un spectacle tout public avec les frères Crayon. Alors, la bande dessinée est-elle grotesque ou seront-ce les clowns qui s'en donnent à cœur joie ? Réponse, justement, le dimanche 7 à 14h15. Et enfin, une dernière manifestation, le mercredi 10 avril cette fois, à destination des tout-petits, les 2-6 ans. Le blues du Yeti, un spectacle librement inspiré des BD Petits Poilus, dont Anne-Marie nous avait parlé déjà, vous vous rappelez, un petit moment. Oui, elle aime bien les petits poilus. Oui, le petit poil a toute la collection. Dernière petite info, c'est ce week-end qu'a lieu l'opération 48 heures BD. Donc 15 BD, comics et mangas qui sont proposés au prix de 3 €.
à l'occasion justement des 12 ans de l'événement. Bien sûr, oui. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Merci Francine. On va retourner en Afrique. Oui, on va retourner en Afrique. Merci beaucoup. Et je voulais dire quelque chose, je ne me rappelle plus. On va retourner en Afrique. Tu vas retourner en Afrique, musicalement. Ah si, oui, musicalement. Avec la pause et Tiken Jah Fakoly. Bon, dans ce thème africain, nous allons maintenant passer la parole à notre griot de service, dirais-je, celui qui nous transmet les choses, qui est là pour la transmission de tout ce qui s'est passé avant nous. Je vais encore vous parler. Allez, Charles. Je vais encore vous parler du siècle dernier. C'est parce qu'on fait le griot. On aime ça. Alors, l'Afrique, pour moi, dans les années 50, c'était quoi? C'était un grand succès de librairie. Tintin au Congo. Alors voilà, c'est l'Afrique, mais évidemment, c'est un ouvrage qui a fait polémique. Pour des tas de raisons, on va en parler. Mais c'est quoi exactement l'histoire de Tintin au Congo? C'est le jeune Georges Rémy qui travaille dans un journal conservateur catholique qui s'appelle le 20e siècle. C'est vraiment presque, on va dire borderline réac. Et d'ailleurs, l'abbé Norbert Vallès, qui est le rédacteur en chef de ce journal, sera inculpé à la Libération pour collaborationnisme, etc. En fait, Georges Rémy, il baigne dans cette atmosphère-là. Et il est, il ne faut pas se souvenir, ami avec De Grelle, qui a été un des chefs des partis nazis en Belgique. Donc, il ne remet pas trop en cause ces idées-là. Et lui, il n'a pas tellement envie de faire... Il a connu un grand succès avec Tintin au pays des soviets. C'est-à-dire que c'est... pour un journal conservateur, évidemment, c'est un succès. Et on lui commande, c'est une commande, de faire une aventure de Tintin au Congo. Pourquoi? Parce que la Belgique est un petit pays et... Dans les idées des conservateurs de l'époque, l'idée civilisatrice, c'est d'emmener plein de Belges, de Européens en Afrique pour faire une mission civilisatrice. En fait, personne ne veut y aller. Donc, l'idée, c'est, Tintin, il va y aller et montrer tout ce qu'on peut faire. Alors, Rémy, il fait ce travail-là, donc c'est un scénario d'une extraordinaire platitude, je vais en parler, en fait. Et puis, mais en fait, il y a au départ un succès, 10 000 exemplaires sont tirés, c'est quand même pas mal, c'est-à-dire que... Mais surtout, c'est que dans ces 10 000 exemplaires qui ont été tirés, il y en a 500 qui sont tirés, signés par Georges Rémy, et... si vous avez, alors vous allez voir dans vos greniers, si vous trouvez un de ces exemplaires, ça tourne autour de 80 000 € l'exemplaire. Wow. Le titre, ouais. Wow. Alors, on va aller faire les greniers. Voilà. Bien. Je vous quitte. Donc, dans les années... donc là, la première version, elle sera en noir et blanc. Après, Hergé fonde le journal Tintin, parce qu'il va être quand même ami avec un gars de la Résistance qui va fonder le journal Tintin, parce que lui, il est interdit de publication après la guerre, parce que pour fait de collaboration, il a travaillé notamment au journal Le Soir, qui était, quand même, pro-nazi. Alors, on va lui pardonner, il va dire, que de toute façon, c'est vrai que les aventures qu'il a faites à cette époque-là, ça se passe plutôt en mer, c'est l'étoile mystérieuse, le crabe aux minces d'or, donc il a pris soin quand même de ne pas mettre des personnages trop en lien avec la politique. Bien. Alors, donc, c'est Edgar Jacobs, le père de Black et Mortimer, qui va redessiner en partie Tintin au Congo et gommer à peu près tout ce qui fait problème. Quoique, encore, dans ces versions-là, on ne parle pas de noir, on parle de nègre quand même, c'est bon. Et puis, il parle petit nègre, c'est l'époque de Yabon Banania. On a quand même continué. Oui, voilà. Mais arrivent les années 60, et là, la donne change. C'est-à-dire que dans les pays africains, on revendique l'indépendance, etc. Et on a un autre regard sur l'Afrique. C'est-à-dire qu'il n'est plus question d'envoyer des Européens faire une mission civilisatrice en Afrique. Ça, c'est terminé. Alors, on commence à avoir des tas de critiques sur, justement, Tintin au Congo. Et là, ça pose des problèmes. Cependant, ce qui est curieux, c'est que cet album-là est bien reçu en Afrique. Il continue à être acheté par des Africains, parce que pour eux, ça montre justement quelle est la caricature que l'on peut faire de la civilisation africaine par rapport à comment les Occidentaux voient ça. Donc, le Tintin se vend bien en Afrique, et puis justement, il y a, comme on entendait tout à l'heure, il y a plein d'auteurs africains qui vont apprendre à faire de la bande dessinée en se servant justement de cette King Clair, etc.
Mais bon, ça pose problème à tel point que Tintin au Congo est retiré de la vente par les éditions Casterman. Voici une relique, la première édition de Bijoux de la Castafiore, 1963. Et Tintin au Congo, dans la bibliographie, est supprimé. Ça n'existe plus. Il est retiré systématiquement de la vente. Interdit à la vente dans beaucoup de pays. Sauf dans certains pays anglo-saxons où on va le proposer à la vente, mais avec une préface, un peu comme Mein Kampf, pour expliquer que c'est quelque chose d'apport. Bien. Alors finalement, les années 60 se passent, il y a des polémiques et Georges Rémy se défend d'avoir voulu faire une œuvre raciste. Bon, quoi, on le comprend. C'était plus dans l'idée de l'époque où c'était, les missionnaires allaient là-haut pour faire le bien. Voilà, bon, ok. Mais dernièrement, il y a une nouvelle polémique, c'est-à-dire qu'on va... Ça va pu être sur les questions de racisme, etc. Ce qui pose problématique maintenant par rapport à Tintin au Congo, c'est ce qu'il fait dans l'album. Alors, ce qu'il fait dans l'album, il tue 15 gazelles. Après, il dépèce un singe, il chasse un lion, il abat des serpents constructeurs, il donne des coups de pied au léopard, il récupère les défenses d'un éléphant qu'il a tué et il fait exploser un rhinocéros à la dynamite. Alors ça, pas du tout, ça passe plus. Voilà. Donc... C'est Tintin qui fait ça. Tintin, mais pour moi, il était non-violent, il fait tout ça, Tintin. Mais... Non, c'est quand il tue les gazelles et qu'il tombe. C'est l'album, c'est que ça. C'est-à-dire que, on fait des safaris et on discute pas. Donc, alors, cet album, donc là, maintenant... Alors, interdit à la vente dans les pays scandinaves, parce que on tue tout ce qui bouge, quoi. Sauf que les éditions Casterman ont refait une version où là, les animaux se sauvent parce qu'ils tirent des coups de fusil en l'air. Mais c'est plus du tout l'histoire de départ qu'on peut avoir, justement, qu'on peut retrouver dans les archives Hergé, avec la version en 100 pages qui a été faite dans le petit 20e. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire sur Tintin au Congo, maintenant, il est toujours en vente libre en France. Maintenant, il y a des rééditions et tout. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'éditions où il y a une préface. On explique justement dans quel contexte ça a été fait. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Charles, pour ce petit point historique. Hein. Super intéressant. C'est intéressant. Oui, ça vaut c'est à toi l'album, là ? Oui. Ça vaut combien, ça ? Je sais pas. Je veux te le piquer. Est-ce qu'il est si ça vaut 80 000, on peut. Parce que c'est important. Surtout l'autre bouquin que tu avais, est-ce qu'il est signé aussi? Oui, c'est les dessins en noir et blanc du petit 20e. C'était, voilà. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. On va passer avec Françoise pour un autre voyage, celui d'une petite fille. Un autre voyage, on pourrait dire, un voyage dans l'horreur. Ce voyage s'appelle Le Grand Voyage d'Alice, qui a été dessiné, écrit, rédigé, mis en scène par Gaspard Talmas. C'est un Belge, donc on n'est pas sur de la littérature purement africaine. Édition La Boîte à Bulles, qui voulait, quand il était petit, être dessinateur et raconter des histoires. Il a 38 ans, je pense qu'il a un bel avenir devant lui. Et il a eu le prix Médecins sans frontières avec la bande dessinée qui est là en 2021 au festival Carnet de voyage à Clermont-Ferrand. Nous qui cherchons tout le temps des festivals où en parler, en voilà dont on peut parler. Et donc c'est le récit du vécu d'Alice, qui est l'épouse rwandaise de l'auteur et qui raconte ses 5 ans en 1994. C'est juste... Alors je mets des guillemets à juste, un récit de guerre, celui d'un génocide et d'un massacre des Hutus par les Tutsis, qui a fait 1 million de morts en 100 jours. Je me souvenais pas de ça, mais c'est vraiment édifiant. C'est le récit d'une petite fille de 5 ans, et de sa petite sœur de 3 ans, dont la famille se fait décimer et qui traverse le Rwanda, pour aller se réfugier, elle ne sait pas trop où. Une guerre fratricide, on ne peut pas identifier l'ennemi puisqu'il est du pays. La peur et l'horreur sont partout. C'est le quotidien d'Alice, 5 ans, donc voilà, qui sont jetées, parce qu'on ne peut pas dire qu'elles sont bercées par les événements quotidiens de cette catastrophe ou tragédie, j'avais pas trouvé le mot juste. Elles errent, elles suivent les adultes, elles se cachent, elles se sauvent. Mais ce récit, cette histoire, c'est raconté avec le vocabulaire d'une enfant de 5 ans, c'est assez sidérant, qui perçoit pas le sens des choses, qui perçoit pas, il n'y a pas d'analyse politique, c'est que d'analyse politique ou du sens ou des conflits, c'est que des mots, du narratif, mais
C'est le but de survivre au quotidien. C'est une narration linéaire, plutôt soft, si je puis me permettre, au milieu des effets collatéraux de la guerre. Parce qu'une guerre, c'est pas propre, c'est pas qu'un adulte qui tue un adulte. C'est pour elle l'insécurité, le choléra, l'eau qui sent pas bon, les vomissements, la faim, les pillages, les pieds qui fuient, les pieds qui brûlent pendant qu'ils s'enfuient, les bébés abandonnés au sol. Elles avancent ces deux fillettes avec des réflexions de leur âge. C'est ça qui est déconcertant. Par exemple, le village se fait raser, l'école est fermée. Elle dit chouette, on va pouvoir jouer toute la journée. Elle a 5 ans. Hein. Ou alors elle dit j'aime pas dormir en forêt pendant sa fuite parce que les nuits de pleine lune on voit tout. Elle oublie qu'elle dort dans la forêt alors que quand même. C'est ce périple où elle croise des tas de gens dont certains, alors des violeurs, des tueurs, des monstres quoi, des monstres sanguinaires. Hein. Il y a quand même eu, je dis, 1 million de morts. Elle se demande s'ils sont gentils ou s'ils sont pas gentils. On aurait mis d'autres vocabulaires. Et l'émotion qu'elle traduit, c'est qu'elle se sent triste. Là où moi j'aurais mis anéanti ou désespéré. On y trouve de l'indicible, les militaires qui tirent sur des files d'enfants, des adultes agacés qui jettent les enfants au sable mouvant. Enfin voilà, c'est une époque phénoménale. Tout est hors norme et indescriptible, mais c'est narré sans outrance, sans une vague, sans un cri. Elle dit elle-même, j'ai fini par m'habituer. Et la phrase-là, je trouve que ça traduit j'ai fini m'habituer, c'est horrible quoi, le fait d'être aussi linéaire que ça. Et puis après, c'est la guerre après la guerre, les recherches. Alice a 5 ans au début du livre, 14 ans quand elle retrouve sa famille en Belgique. C'est avec les orphelinats, la séparation d'avec sa sœur. C'est une histoire de fureur, de haine quotidienne et de l'ordinaire et l'horreur se côtoient, se mêlent. C'est l'immonde raconté sans analyse. Alors à la fin du livre, il y a une interview de la mère qui donne sa version, mais ça apporte rien. Par rapport à la violence de la bande dessinée, ça apporte rien. L'histoire en elle-même, elle se suffit. Et pourtant, c'est vraiment raconté par une enfant. Ça paraît surréaliste comme récit et c'est tellement vrai. Et le texte est servi par des dessins tout en vert et en ocre. On voit essentiellement que les enfants ou éventuellement des adultes. J'ai relu 2 fois, j'ai pas vu une goutte de sang, j'ai pas vu un cadavre dans les détails. Il n'y a pas d'horreur dans le dessin. Ce sont 2 enfants en gros plein. Il n'y a pas de dessin sordide. Le vert et l'ocre, c'est la boue et la forêt en permanence. On se croirait quand on l'ouvre le livre dans l'école des loisirs, hein, avec le petit zèbre machin. Mais c'est justement la grandeur de ce livre, de nous dessiner délicatement les situations, comme pour nous protéger, nous les lecteurs. Mais c'est le vocabulaire sobre et naïf qui nous prend aux tripes à chaque page. Moi, j'aime pas les BD de guerre. Hein. J'ai eu quand même beaucoup de mal avec Au revoir là-haut. Voilà. Celle-ci, elle est douce, comme parfois peut l'être la souffrance ou la mort. C'est ce qui me venait. C'est une BD fascinante. Alice, adulte, je le rappelle, elle est le témoin et la narratrice. Elle dit les enfants qui sont morts, ça m'émeut à chaque fois, je suis désolée. Les enfants qui sont morts, ils ont existé, c'est comme si je leur rendais hommage. Et vraiment, quelle tristesse de devoir faire un tel hommage, mais quelle réussite, c'est vraiment une BD bouleversante de délicatesse, et sincèrement, c'est furieusement à lire, quoi. Alors, merci. À chaque fois, je souhaite la même émotion en la lisant, c'est grandiose. C'est intéressant de passer après Charles aussi, ce gap-là qu'il y a entre les 2 histoires qui racontent l'Afrique aussi. Et cet album-là est présenté au Salon Livre d'Ailleurs. Et donc, ça sera l'occasion peut-être de rencontrer les auteurs aussi là-bas. Donc, j'espère, oui, c'est vraiment beau. Ouais, franchement, merci. Rien que cette couverture, elle est formidable. Ah oui, les dessins sont superbes. On dirait des décalcomanies posées sur des dessins. Enfin voilà, c'est d'avoir su garder, comme tu dis, toute la notion de la vision d'un enfant qui se balade là-dedans, qui n'est pas forcément conscient. Et en même temps, en ne nous montrant pas l'horreur. C'est ça. Concrètement, de la guerre, le sang, comme tu dis. Oui, c'est notre perception du monde adulte qui fait qu'on perçoit l'horreur de ce qu'elle traduit quand elle dit, elle se fait jeter dans les sables mouvants par un mec qui lui dit, moi mes gosses sont morts, t'as pas de raison de vivre, et il la jette dans les sables mouvants. Elle dit, est-ce qu'il est méchant, est-ce qu'il est gentil? Enfin, on est dans un vocabulaire, c'est indicible. Tout à fait. Bon, je vais te passer la parole, Olivia, j'espère que tu seras plus joyeux. Écoute, on va rester pareil dans les livres qui sont proposés au Salon Livre d'Ailleurs. Moi, je vais vous présenter l'album Une révolte tunisienne, la légende de Jbaya. Alors, je ne sais pas du tout si c'est comme ça que ça se prononce et je m'en excuse par avance. Alors, c'est écrit par Aymen Mbarek et dessiné par Seif Eddine Nechi. C'est paru aux éditions Alif Bata en janvier 2022. L'histoire retrace les événements qui se sont passés en Tunisie en 1984, que l'on a appelé les émeutes du pain. Le point de départ, c'est la hausse du prix des céréales qui a augmenté le prix des denrées alimentaires et généré une énorme colère dans la population. Les villages se sont soulevés et la répression policière a été sévère en faisant plusieurs victimes. Alors ça, forcément, ça nous rappelle ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes. Alors dans cette période un peu trouble, 1984, qui a mis en opposition le gouvernement et le peuple, il y a une radio pirate qui a défrayé la chronique.
En effet, pendant les manifestations, cette radio pirate diffusait des fausses informations et aiguillait les forces de police vers des fausses pistes. Alors ça a mis un beau bazar quand même, il faut bien l'avouer. Et ça a été tellement incroyable que les Tunisiens en sont vite devenus accros. Alors personne n'a jamais su qui se cachait derrière cet animateur fou, et c'est forcément devenu une légende qu'on a appelée Chbaya, et qui veut dire petit fantôme, et qui était le nom de la série Casper à l'époque en Tunisie. Casper le petit fantôme, ça, on s'en souvient tous. Alors les auteurs apportent leur version de cette légende et donnent un visage à Chbaya, ou plutôt deux visages, celui de Salem, un petit garçon d'une dizaine d'années, et celui de Hamed, son grand-père, ancien combattant du régiment des tirailleurs tunisiens. Alors le papy va ressortir une vieille radio militaire des années 40 et ensemble, ils vont sillonner les rues dans leur voiture, les rues de Tunis, propager de fausses informations et semer une zizanie, un bazar dans les forces de l'ordre. Alors je vous laisse le soin de lire dans l'album comment tout ça se met en place. Moi j'ai trouvé que c'était très bien fait. Les dessins de Saïf et Din Nechi, ils vont à l'essentiel, c'est direct. Et le scénario de Emen Mbarek balance entre fiction et documentaire. Entre les scènes du présent, de l'histoire, c'est-à-dire 1984, il y a plein de flashbacks. Les flashbacks du grand-père qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, se battait, et celui du père de Salem aussi, pendant la révolte des étudiants au début des années 70. Alors l'album, du coup, ça nous donne quelques repères marquants sur l'histoire récente de la Tunisie. On a des petits repères, c'est pour ça que c'est une fiction un peu documentaire. Et puis, je pense que vous serez aussi sans doute touchés par les liens qui unissent ce grand-père et ce petit-fils qui, à leur manière, l'espace d'un bref instant, deviennent un peu des super-héros. Donc, une révolte tunisienne, la légende de Chbaya, sortie en janvier 2022 aux éditions Alif Bata. Je vous conseille d'ailleurs fortement d'aller consulter cette petite maison d'édition spécialisée dans le roman graphique du monde arabe, parce qu'elle dispose d'un catalogue de toute beauté. Voilà. Et donc, ça savourait. Ah oui, c'était assez sympa. Et c'est aussi, les auteurs seront présents au Salon Livre d'ailleurs aussi. Voilà. Cool. On va vraiment falloir y aller. Donc, on voyage. Oui, on voyage. On voyage dans un on est vraiment dans un autre monde aujourd'hui. Voilà. Et là, on va où? Mais là, on va où? Black Panther. Qu'est-ce qui pourrait nous parler de Black Panther? On va au Wakanda. Alors, le Black Panther, c'est bien un groupe de rock chinois. Non. Mais oui, c'est ça. C'est aussi un mouvement révolutionnaire afro-américain. C'est aussi le nom d'une unité de blindés afro-américaine entre 1942 et 1946 en Europe. Ou encore un club de football américain à Thonon-les-Bains. À Thonon-les-Bains, oui. Je crois que Charles avait tenté aussi un groupe de rock il avait fait l'enregistrement. Mais c'est surtout et avant tout un personnage de comics Marvel. Et bien sûr, je vais vous en conter un petit peu le récit rapidement. On y compte bien. Eh bien. Alors, lors de leur longue collaboration, Stan Lee et Jack Kirby ont une relation amicale, professionnelle, mais souvent conflictuelle. Elles s'accordent toujours néanmoins pour représenter la société américaine de manière réaliste. Dès 1963, ils introduisent des soldats afro-américains tels Gabe Jones dans les All-In Commando. Alors pour ceux qui connaissent un peu les Marvel, c'est Nick Fury, toute la bande. Ou encore Joe Robertson dans Amazing Spider-Man, qui est un éditorialiste noir américain. C'est toutefois à l'été 1966 qu'ils créent T'Challa, alias la Panthère Noire, dans le Fantastic Four 52. Alors, une innovation pour Marvel, car dans l'univers des comics, c'est de surcroît un chef d'État, un scientifique brillant, du niveau de Reed Richards des 4 Fantastiques. Reed Richards des 4 Fantastiques, c'est un scientifique assez emblématique. Mais si la coïncidence est stupéfiante, il n'y a aucun lien en direct entre le Black Panther Party de Newton et Seals, fondé quelques semaines plus tard. Marvel évitera toutefois d'associer sa création au mouvement en le renommant T'Challa Black Leopard, mais malheureusement, le personnage Black Panther était déjà bien intégré, bien connu des connaisseurs. Et donc, c'est en 1973 qu'il aura sa série officielle dans Jungle Action. Alors, c'est un personnage... dans le monde de Marvel, il existe de nombreux personnages royaux. Namor, le prince des mers, de l'Atlantide. Docteur Fatalis, de la Lafterie. Alors, tout ça, c'est des territoires imaginaires, bien sûr. Et le Wakanda, qui est en Afrique. Alors, un territoire aussi imaginaire. T'Challa est un personnage généreux, noble. La Panthère Noire est connue pour être le premier héros noir du comics américain. Non, je voulais la BD. Ah, tu voulais la BD, bien sûr. Donc, un pays fictif. Donc, en 2016, on va le découvrir donc, au cinéma à travers le film Civil War, en fait. Et plus tard, en 2000...
que je ne me trompe pas, 2018, c'est Black Panther qui sort au cinéma avec le fameux acteur qui est décédé, oui, qui avait un très très beau. Marvel, il décrit donc sommairement ses origines. Il faut attendre 71 et les Avengers 87 pour connaître sa véritable origine africaine. À l'origine, il devait s'appeler Cool Tiger. Cool Tiger. Alors Cool Tiger, pourquoi Cool Tiger ? Parce que c'était pour essayer de choper l'électorat sud-américain qui était un petit peu plus réfractaire, si tu veux, à tout ce qui était. D'accord. On est dans les années 60, je rappelle, années 60. Bon, les droits, etc. C'est Martin Luther King. Enfin, mais c'est tout ça. Faut pas l'oublier. Alors voilà, donc à l'origine de s'appeler Cool Tiger, mais on gardera Panthère Noire. Le Wakanda et son royaume sont situés en Afrique centrale. Une avancée technologique incroyable par rapport au reste du monde. C'est surtout un lieu où on peut trouver un gisement de vibranium. Alors on peut aussi trouver dans ce truc-là, c'est que l'Afrique est quand même l'endroit où on trouve beaucoup de gisements. On exploite énormément de choses et qu'on ramène un peu dans notre monde occidental. C'est la vie vraie, quoi. C'est un peu quelque part. C'est plus de la fiction. Donc le métal est très résistant. On le retrouve aussi, c'est le bouclier Captain America. Pour la petite anecdote. T'Challa, donc on a un costume qui est complètement quand il est confectionné. Il faut attendre 73, donc je disais, pour que la Panthère Noire obtienne sa propre série comics. Il fait face à Ulysse Klaue. Alors Ulysse Klaue, lui, c'est le méchant colonisateur qui veut voler. C'est un Hollandais en plus. T'imagines ? Il veut voler le précieux métal. Mais T'Challa va l'estropier à moitié, donc il s'en fera du coup un ennemi à vie. Black Panther n'est pas un simple nom, c'est un titre honorifique accordé aux dirigeants de la tribu de la Panthère. Ce titre se mérite à la fois à la suite d'un combat qu'il doit livrer pour garder son titre et son rôle. C'est donc plus un guerrier qu'un protecteur légendaire de ceux qui désirent s'en prendre à son royaume. C'est vraiment le protecteur du royaume. La Panthère Noire est dotée de qualités physiques exceptionnelles, bien sûr, comme tout héros. La force, la vitesse, des sens surdéveloppés. Néanmoins, ses pouvoirs viennent d'une herbe magique, toxique pour n'importe qui, sauf ceux qui appartiennent à la tribu de T'Challa. Donc il y a eu plusieurs Black Panther, il faut le savoir. La fameuse météorite est tombée il y a 10 000 ans sur Terre, à cet endroit-là, donc qui a créé le Wakanda. Et le vibranium a considérablement changé la morphologie du premier Black Panther. Ce qui fait que toutes les générations qui ont suivi sont aptes et capables d'ingérer la fameuse plante sans en mourir. Voilà, et modifier donc du coup le corps de l'individu. T'Challa est un scientifique accompli. Il a fait ses études d'ailleurs en Europe, en Occident, pour amener tout doucement son pays à se moderniser, si on peut dire, mais du coup à s'ouvrir au monde. C'est-à-dire que lui, il est plutôt dans le partage, dans l'idée que si on commence à donner un bouclier à Captain America, ça peut aider. Pourquoi est-ce qu'on serait les seuls à posséder cette technologie ? Voilà, grosso modo, je conseille. Alors, on ne connaît pas suffisamment bien ce personnage, alors que c'est quand même le premier héros noir américain créé en 66. Avant, c'était toujours des espèces de faire-valoir, avec, on peut rappeler Mandrake, avec son sidekick. Il n'y a pas de héros noirs, véritablement. C'est toujours des personnages secondaires, et même caricaturaux, un peu comme dans Tintin au Congo, finalement, avec des grosses lèvres, etc. Des Bwana Marathi. Des Bwana, c'est ça. Okay. Donc là, je conseille l'entrée de... Alors, il n'y a pas grand-chose, il y a plus de titres que ça, mais en tout cas, je conseille vraiment la porte d'entrée, peut-être celui-ci, donc il y a Black Panther, qui est dessiné par Romita Junior et au dessin, et Reginald Howlin au scénario. On reprend du coup l'origine des premiers Black Panther, et on comprend tout ce qui se passe au Wakanda, et l'arrivée de Black Panther. Et là, on est plus sur des choses assez anciennes, de 89 à 94. C'est les premiers albums dessinés. Alors, de temps en temps... on est au Wakanda, mais c'est une première porte d'entrée, on va dire. Mais je préfère conseiller cet album-là, qui en dit un peu plus. Black Panther, qui est la Panthère Noire, c'est ça ? C'est ça. Et la Panthère Noire. En plus, les dessins sont magnifiques. Moi, j'aime bien les belles planches. J'ai fait une chronique sur les belles planches, c'est superbe. Sauf que l'herbe magique, elle doit avoir disparu, parce que dans la rue, il n'y en a pas un des mecs comme ça. Il n'y a plus d'herbe. Donc, tu cherches encore. Donc, Black Panther. On a croisé un truc. Romita, c'est un très bon. C'est super. Donc voilà, il y a eu plein de dessinateurs qui se sont livrés à l'exercice, mais Romita est un très bon. L'herbe magique, celle qui est légale en Black Panther, qui est tout à fait, la fameuse herbe magique. Totalement depuis 6 mois. Oui, voilà. Et bien alors on va... Merci beaucoup David. Super, Black Panther.
Rien que pour les dessins, c'est splendide. Même si on n'aime pas les Marvel, je trouve qu'à regarder, mais à lire, moi j'ai du mal, mais les dessins sont toujours bons. Encore 2 albums qui sont présentés au Salon du Livre d'ailleurs, je crois. Oui, c'est cela. Alors, je vais commencer par le premier qui m'a vraiment très très emballé. C'est un roman graphique. Ça s'appelle Darna, de Zined Benjeloul, chez l'édition Ça et Là, qui est sorti en avril 2023. Alors, il y a un peu de tout dans cet album. Il y a des bulles, il y a des pleines pages, il y a des... Voilà. Alors, Darna, c'est la maison au Maroc. Mais la maison dans le sens, le lieu où la famille se rassemble. Donc, l'autrice avait commencé à faire un journal un peu intime et puis du coup, elle a réuni un peu tout ça pour en faire un album. Donc, elle raconte l'histoire de quelques membres de sa famille pour donner un peu, un exemple de ce qui se passe un peu au Maroc aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de faits historiques aussi qui sont rappelés. Donc, on a un parallèle entre l'histoire de la famille et l'histoire du Maroc. Donc, c'est très, très intéressant. Moi, j'aime bien comme c'est raconté. Il y a de l'humour, il y a de l'émotion. C'est vraiment superbe. La place des hommes, la place des femmes. Et on croit que l'un domine l'autre, mais non. Au final, il y a ceux qui tiennent la maison et tout ça. Donc, comme il me reste pas forcément beaucoup de temps, je vous conseille de le lire, tout simplement. Et l'autrice sera au salon. Et l'autrice sera au salon, voilà. Et il y a vraiment beaucoup de symboles. J'ai bien aimé, moi, dans ces dessins, beaucoup de symboles, beaucoup de choses. Par exemple, ce que j'ai bien aimé, moi, c'était au début. Le c'est le genre de livre que tu aimes bien, retrouver. Voilà, oui, c'est le genre de livre que j'adore. Vous voyez, là, il y a un grand H. À l'intérieur du grand H, il y a les personnages de la famille. Donc, il y a le grand H de l'histoire. De la grande histoire. C'est au début du livre, ça. Donc, il y a la grande histoire et puis la petite histoire. Ça résume tout à fait l'album. Voilà, ça résume l'album. Maintenant, je vais passer au deuxième album. Alors, le deuxième album, c'est René Maran, un homme presque pareil aux autres. Alors, c'est Jean-Paul Delfino qui a fait le scénario avec Alain Zénou. Donc, c'est 2 scénaristes. Delfino, c'est aussi un romancier. Donc, ça donne un peu le ton de cette BD. C'est surtout très documentaire, j'ai trouvé, moi. Et puis, il y a le dessin de Didier Cassaille, donc, qui a été cité tout à l'heure par Christophe Cassiori. Voilà, comme un grand dessinateur. Donc, il a eu plein de prix. Oui. Et puis, alors, j'ai presque plus de temps. Donc, on apprend surtout que René Maran, c'est le premier black, à recevoir le prix Goncourt en 1921. Et oui. Alors, il a eu toutes les critiques, que c'était pas lui qui avait écrit, que si, que ça. Alors, ça s'est joué... David ? Oui, alors, ça s'est joué à une voix, celle qui compte double du président du jury, Gustave Geffroy, le 14 décembre 1921. Le nom du lauréat du prix Goncourt est proclamé chez Drouin, René Maran, l'auteur de Batouala, ce qui a provoqué des polémiques importantes. Voilà, donc si vous voulez savoir qui est René Maran, vous pouvez lire cette BD. Ça ira ? Voilà, merci beaucoup. Désolé du peu de temps qu'on t'a laissé à Marie. Merci beaucoup. À la limite, on peut refaire un post sur Facebook. Mais bien sûr, oui. Puis peut-être qu'on ira aller voir aussi les auteurs. Ça serait intéressant. Beaucoup parce que c'est vraiment des bandes dessinées qu'on ne trouve pas et des auteurs qu'on ne trouve pas au quotidien dans les salons. Donc, Alors, il nous reste 1 minute, Françoise, pour conclure. Voilà. N'oubliez pas, Festival de Jarville ce week-end. C'est ça. C'est Chant aussi. J'y serai présent avec Philactère. C'est Chant, Jarville. Charles, tu seras où ? Chez moi, je fais du vélo. C'est bien. Alors, vas-y. Et donc, voilà. Et en conclusion, voilà. Puis, on va sur la page Facebook, vous trouverez aussi l'interview de Mirko et puis ses recommandations mensuelles que nous vous présenterons. On vous retrouve le mois prochain sur une thématique l'art dans la BD. Attention, on va être dans l'intello. Le lard ? Non, pas le lard, j'ai dit. Des cochons. Charles va bien trouver un petit cochon. Mais tout est possible. Voilà. En tout cas, merci vraiment de votre présence à tous. Merci à Jean-Luc. Merci à RCN. Merci au monde entier. Je veux la paix aux hommes de bonne volonté. Et l'habitude dans vos cœurs. Voilà. Voilà, c'est ça. Je vais postuler à Miss France bientôt. Merci. On va finir sur ça. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Tous, au revoir. RCN, www.rcn-radio.org